Les États-Unis d'Amérique, en collaboration avec leurs partenaires européens, viennent d'orchestrer un échange non seulement historique, mais également fructueux de prisonniers avec la Russie, comportant la libération de plus d'une douzaine de prisonniers, parmi lesquels le célèbre journaliste du Wall Street Journal, Evans Gershkovich, ainsi que l'ancien marine américain Paul Whelan. Il faut noter d'entrée de jeu que cet échange est le plus significatif entre les deux nations depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et du point de vue pragmatique, l'accord implique la libération de 24 prisonniers, pardon, l'implication d'environ 7 différentes nations et surtout, tenez-vous tranquille, 2 années d'intenses négociations secrètes entre les deux nations. Du point de vue historique, la dernière échange de prisonniers entre ces deux nations remonte à décembre 2022 lorsque la célèbre basketteuse américaine Brittney Griner fut libérée en contrepartie du célèbre marchand d'armes euh, russe des prisons américaines, bien entendu, en 2022, comme nous l'avons si bien précisé. Cependant, la libération de grande ampleur, inférieure bien entendu à celle qui fait l'objet de cette analyse, la dernière en date de 2010 et elle fut opérée à Vienne lorsque 10 espions russes furent libérés des prisons américaines en échange de 4 espions américains qui furent libérés des prisons russes. Il y a un acte hautement symbolique qui s'est développé à la suite de ces différentes libérations. C'est qu'en Russie, ce fut le président en personne, M. Vladimir Poutine, qui est allé à l'aéroport de Moscou pour accueillir les prisonniers russes. Ceux qui connaissent le comportement du président russe savent qu'il est foncièrement avare des déplacements à l'aéroport pour accueillir ses différents hôtes. Aux États-Unis, parallèlement, ce fut le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris qui se sont déplacés pour accueillir les prisonniers américains. Cela souligne à gros traits un fait fondamental, c'est que cet événement est d'une importance qui mérite une attention tout à fait particulière. Et ça nous amène dans notre préoccupation majeure. Et cette préoccupation vise l'objectif d'abord de dégager les implications de cette affaire et par la suite les leçons que nous pouvons ponctionner, extraire de cette diplomatie tout à fait nouvelle. Et elle porte un nom. Il s'agit de la diplomatie des otages. Pour la définir, elle repose sur un trépied. D'abord, l'arrestation, ensuite la détention et pour finir, la condamnation arbitraire des individus étrangers par une nation dans la perspective d'opérer une pression sur une nation étrangère. Il s'agit en réalité là d'une forme de coercition internationale. C'est une typologie de diplomatie qui se conclut par des négociations de l'État concernant la libération du ou des prisonniers et ces négociations peuvent épouser des formes de concessions diplomatiques ou alors de concessions économiques. Et il y a quelque chose
de presque risible, c'est que l'accusé se transfigure au fil des négociations. Il se transfigure, il ou elle se transfigure bien entendu, de prisonnier en instrument de négociation. Légalement, les victimes de la diplomatie des otages sont considérées comme des détenus. Mais du point de vue fonctionnel, ils sont considérés comme des instruments de négociation. Autre point tout aussi important, c'est qu'il s'agit d'un exercice hautement, profondément politique et non juridique. Pourquoi? Pour la simple raison qu'aucun traité international, aucune règle précise ne régit les modalités de libération des otages de prisonniers politiques. Et puisqu'il s'agit d'une opération avec une nature hautement politique et secrète dans les négociations, les acteurs impliqués dans ces négociations ne peuvent s'astreindre à être des hauts fonctionnaires. Les différents chefs d'État sont non seulement tenus informés, mais c'est eux qui décident en dernier ressort pendant les négociations. Autre point, c'est que cet accord démontre que Washington et Moscou ont su maintenir une ligne de communication ouverte, bien que ces deux nations sont confrontées à d'énormes affrontements géopolitiques. Il y a donc une continuité de communication entre Washington et Moscou, malgré la circonstance de la guerre en Ukraine et malgré les profondes tensions politiques qui ont conduit, comme vous le savez très bien, à un monde multipolaire. Autre point, c'est que la diplomatie des otages est souvent perçue comme une violation du droit international et des droits de l'homme, pour la simple raison que les prisonniers ou alors otages politiques sont mis en péril. Leur vie, leur avenir est sacrifié pour des gains politiques. Et cela illustre également le fait que, en politique internationale, la hiérarchie des privilèges, la hiérarchie des priorités privilégie les considérations politiques au détriment des relations internationales et plus précisément du droit international. Ainsi, nous achevons pour finir en disant que la diplomatie des otages est une opération qui privilégie l'ascendant politique sur le droit international plus qu'il n'est aucunement codifié, ni dans un traité, ni dans une loi précise, des conditionnalités de libération des otages dans des contextes d'arrestation arbitraire internationale. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons par ailleurs à vous abonner à cette page afin de bénéficier de davantage d'analyses pertinentes et approfondies sur l'actualité internationale. Merci une fois de plus et à très bientôt.